Docteur Carvalho, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé au sein de la mairie du 11e et du 12e de la santé et de la relation avec les patients, mais vous êtes également un de nos vice-présidents au niveau du territoire. Est-ce que vous êtes également endocrinologue, mais est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots du diabète? Alors, le diabète, c'est j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui presque une pandémie mondiale et un véritable problème de santé publique. C'est lié, la définition de l'OMS nous dit tout simplement qu'un patient devient diabétique lorsque une glycémie à jeun à 2 reprises est supérieure ou égale à 1,26 g, ou bien à tout moment de la journée, cette glycémie est supérieure ou égale à 2 g par litre. Communément, on distingue plusieurs types de diabète, mais les plus connus, et c'est là-dessus que je vais tout simplement m'attarder, pour simplifier les choses, on a ce qu'on appelle communément le diabète juvénile ou diabète de type 1 ou insulinodépendant, qui atteint une tranche d'âge chez les plus jeunes, qui est lié essentiellement à un déficit en sécrétion de l'insuline par les cellules bêta du pancréas, ce qui va entraîner un manque d'insuline et ce qui va entraîner, bien entendu, secondairement, une augmentation de la glycémie parce que l'insuline est une hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. C'est son rôle principal. Et donc, à ce moment-là, le patient devient diabétique. Là, c'est plutôt des facteurs génétiques. J'ai envie de dire, la faute a pas mal de la faute, voilà, pas de chance. Parce que soit les parents étaient diabétiques, donc il y a une transmission génétique. Donc il y a une prédisposition génétique. L'autre versant du diabète qui est beaucoup plus fréquent et que beaucoup de gens sous-estiment parce que les premiers étant l'insuline, ceux que je vais citer, c'est le diabète de type 2, appelé auparavant diabète gras, ou diabète aujourd'hui non insulino-dépendant, qui ne nécessite pas donc d'insuline, et qui sont le plus souvent, ont besoin, bien entendu, d'un traitement par comprimé, ce qui explique que les gens se disent, c'est un petit diabète. Il n'y a pas de petit diabète. On est diabétique, donc on va avoir les mêmes risques de complications si notre diabète n'est pas bien équilibré. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, voilà, pour faire très simple. Et dans le diabète de type 2, bien entendu, la plupart de ces patients-là sont des diabétiques en surpoids, voire en obésité. Et cette obésité, c'est elle qui est vraiment un véritable problème, surtout face à cette pandémie que nous avons aujourd'hui, qui est une pandémie mondiale, qui est la Covid-19, car ces patients en surpoids ou en obésité vont être beaucoup plus à risque que d'autres, n'est-ce pas, face à cette pandémie. Docteur Carvalho, si j'ai bien compris, les patients diabétiques sont des sujets à risque. Mais en quoi sont-ils des sujets à risque? Alors, ils sont à risque pour plusieurs raisons. D'abord, ceux qui sont le plus à risque, ce sont des patients qui vont être déséquilibrés. Un diabétique équilibré, c'est un diabétique, c'est une personne comme vous et moi. Donc, qui va avoir les mêmes risques, vous et moi. Mais lorsque le patient est déséquilibré, c'est là que les risques surviennent. D'accord? Et on le sait très bien, les études l'ont très bien montré qu'il y avait entre 12 à 30% des patients atteints donc de la Covid-19 qui étaient diabétiques. D'accord? Et selon certaines études, il y en avait un peu moins, mais on est dans cette frange-là. Pourquoi ils sont à risque? Et surtout les patients diabétiques de type 2, parce que qui représentent environ 80% de la population diabétique et qui sont quelquefois que l'on sous-estime parce que, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on pense que c'est des petits diabètes parce qu'ils prennent des comprimés. Mais ils sont plus à risque. Pourquoi? Parce qu'ils sont obèses. L'obésité, le problème, c'est que c'est pas seulement l'obésité périphérique, mais c'est plutôt l'obésité viscérale. L'obésité qui est dans nos organes. Cette obésité viscérale fait le lit de beaucoup de complications cardiaques, vasculaires, donc entraînant certainement les thromboses. Et bien entendu, ces thromboses sont essentiellement dues à un problème de dysfonction endothéliale. J'utilise un gros mot si vous voulez, mais ça veut dire tout simplement il y a un dysfonctionnement au niveau de la paroi vasculaire à l'intérieur de la paroi. Et vous comprendrez qu'un patient diabétique déséquilibré, pour faire simple, du fait qu'il a une hyperglycémie, donc un taux de sucre élevé, ce taux de sucre élevé va se transformer en des triglycérides, c'est-à-dire tout simplement une accumulation de sucre, du glycérol, et des lipides. C'est pour ça qu'on les appelle triglycérides, parce que c'est une molécule, plus 2, ça fait 3.
Donc, cette accumulation de sucre et de graisse va aller s'accumuler essentiellement, se déposer au niveau de la paroi interne des vaisseaux, ce qui va entraîner le fait que ce vaisseau-là peut commencer à se boucher. Et donc, le torrent circulatoire qui devait venir nourrir les organes en aval, ce torrent circulatoire va être réduit, et ce qui fait que l'organe qui est en aval va avoir un phénomène de souffrance. Et quand il y a des complications, quand comment on appelle ça, il y a un déséquilibre qui est très très important et depuis depuis un certain nombre de temps, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un phénomène de thrombose. Donc, ces patients diabétiques ont déjà la facilité de faire, de par leur hyperglycémie, des complications artérielles veineuses. Le fait d'avoir essentiellement cette pandémie qui est la Covid-19 avec ce virus, on l'a dit essentiellement, beaucoup de revues l'ont dit, le virus, le coronavirus, va venir se poser essentiellement sur l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est très essentielle dans notre, pour la régulation de notre tension artérielle. Ces patients diabétiques sont déjà à risque de faire une hypertension artérielle par les complications que j'ai citées tout à l'heure. Et tout ça lié essentiellement à un phénomène d'insulinorésistance chez ces patients diabétiques de type 2. Donc, vous comprenez bien que le distinguo qu'il y a entre ces deux populations de diabétiques, j'insiste beaucoup chez les diabètes de type 2, du fait de l'obésité qui vient effectivement, qui est beaucoup plus fréquente chez les patients diabétiques 2, et donc qui vont avoir une cascade de complications liées déjà à leur pathologie et la présence de ce virus qui vient se fixer sur ce récepteur, et le couple récepteur-virus va entraîner une cascade de phénomènes inflammatoires. J'appelle ça, moi, la bombe de Hiroshima. Parce que Hiroshima, quand la bombe est larguée, mais c'est quand elle a eu un impact sur le sol qu'il y a eu toutes les complications que nous avons connues. C'est la même chose avec le diabète. Quand le virus va rentrer sur ce patient diabétique avec son récepteur, c'est ce patient qui est déjà déséquilibré, qui a déjà la possibilité de faire des complications que nous connaissons, eh ben, ça sera beaucoup plus catastrophique pour ces patients-là. Raison pour laquelle, pour revenir à votre question initiale, ces patients, on doit s'en occuper, mais qu'ils soient bien équilibrés. Et durant la période du Covid, qu'est-ce qu'on a constaté? Ces patients, du fait de la fermeture des hôpitaux, étaient restés chez eux, avaient peur de consulter. Ils n'avaient pas les moyens quelquefois de consulter. Nous, au cabinet, on en a reçu quelques-uns, mais ils n'étaient pas hospitalisés. Et après le déconfinement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils envahissaient les hôpitaux, mais quelquefois, c'était un peu trop tard, d'accord? Parce qu'effectivement, ces patients, il aurait fallu qu'ils sont déséquilibrés, il aurait fallu s'en occuper au préalable avant d'attendre effectivement le déconfinement pour les recevoir, parce que s'ils n'étaient pas équilibrés avant, ils n'étaient pas équilibrés non plus durant le confinement. Et là, comment pouvons-nous faire pour les protéger? Quels moyens avons-nous pour les prendre en charge et faire que... Alors, après, vous savez, la première vague, on ne savait pas beaucoup de choses. Même si certaines sociétés savantes ont envoyé des messages en disant « Attention, les patients diabétiques, il faut continuer à s'en occuper, mais comment faire ?» Après, on était peut-être démunis parce que certains soignants avaient peur de continuer à consulter. Certains paramédicaux étaient aussi empêchés de suivre certains patients. Les paramédicaux qui sont en première ligne, c'était des infirmières. Heureusement que dans notre secteur à Marseille, je travaille avec un réseau et ces infirmiers étaient sur le terrain, ont fait du dépistage, ont pu aussi continuer à voir nos patients, mais c'est quelque chose qu'il aurait fallu mettre de façon sur le plan national parce que ce sont ces infirmiers, ces paramédicaux qui nous tenaient au courant, soit par texto ou par téléphone. Nous, notre cabinet n'était pas fermé, donc on a continué à recevoir les patients parce que certains médecins généralistes avaient fermé leur cabinet et nous, on a continué à travailler. Avec une équipe de 5 endocrinologues que nous sommes dans mon cabinet, on a continué à travailler. Et donc, ce qui nous a permis, bon an, mal an, de les hospitaliser dans les secteurs qui pouvaient les accueillir, de pouvoir tout simplement les suivre
et essayer de traiter ces patients qui avaient la volonté de venir en consultation. Nous avons mis en place aussi les téléconsultations. Ça a été mis en place sur le plan national. Donc, nous, on l'avait déjà anticipé au cabinet parce qu'on en faisait avant, au préalable, avant que la Covid-19 ne survienne. Donc, on a été un peu parmi les précurseurs de cette télémédecine-là. Et le problème, c'était les autres qui ne pouvaient pas se rendre aux consultations, qui avaient peur de se rendre aux consultations, qui avaient peur de rencontrer dans les salles d'attente certaines personnes qui avaient la Covid-19, et ça se comprenait, et qui avaient peur de se rendre aussi aux hôpitaux. Et ce sont ces gens-là qui, malheureusement, on n'a pas pu gérer, et parmi eux, il y en a eu effectivement des décès. Bon, après, est-ce que c'est uniquement lié au Covid? Ça, je pense que l'expérience en le dira plus tard. Le primum movens de ces patients diabétiques, c'est pas par rapport à la Covid-19. Le premier traitement du patient diabétique, qu'il soit de type 1 ou de type 2, ce sont les règles hygiéno-diététiques, puis essentiellement l'activité physique. L'activité physique, je ne leur recommanderais pas d'aller courir, je leur demanderais tout simplement de bénéficier naturellement de pouvoir faire essentiellement de la marche, parce que le bon Dieu nous a donné 2 pieds. Donc, on peut les utiliser, ça coûte pas cher. Marcher, ça coûte pas cher. Après, c'est compliqué de vouloir marcher, une question de volonté. Les traitements viennent après. Les thérapeutiques aujourd'hui face à cette Covid-19, il faut faire attention. On donnait à ces patients-là, par exemple, du paracétamol quand ils avaient de la fièvre, mais il faut comprendre que le paracétamol, par exemple, pouvait fausser les chiffres glycémiques, d'accord, que dans les contrôles qu'ils avaient à faire. Donc, c'était vraiment compliqué durant cette période-là de pouvoir donner des alertes à nos patients. Parce que, heureusement qu'on était là. Vous avez certaines thérapeutiques, comme les antidiabétiques oraux, qui eux-mêmes pouvaient être contre-indiqués dans certaines formes graves de la Covid-19. Bon, ça, les médecins généralistes, les pauvres, ils ne pouvaient pas toujours être au front. Heureusement que nous étions là en deuxième main et on a eu de très bonnes relations avec les médecins généralistes qui étaient sur le terrain pour pouvoir récupérer ces patients-là et pouvoir les orienter et les traiter. Dans des cas de diabète déséquilibré et qui présentent avec cette Covid-19, l'insulinothérapie demeure la règle. Quand ils étaient en réanimation ou bien quand ils étaient dans les services, devant le déséquilibre, on les réhydratait, on mettait une seringue électrique à l'insuline, bien entendu avec la surveillance du ionogramme sanguin pour ne pas avoir des troubles hydroélectrolytiques. Et c'est comme ça qu'on arrivait à réguler nos patients diabétiques déséquilibrés et qui étaient durant cette période de Covid-là. Et heureusement que les médecins réanimateurs sont très compétents et toute l'équipe paramédicale qui nous a vraiment supporté durant cette période, qui a supporté et pu prendre en charge ces patients diabétiques durant cette période de Covid, a été leur initiative, enfin je veux dire leur travail est à saluer. Et en tant qu'aujourd'hui responsable et élu de la République, je pense que il mériterait même d'avoir, je veux dire, des salaires un peu plus conséquents. Voilà. Dr Carvalho, merci pour toutes ces explications et votre vision absolument limpide sur diabète et Covid. Merci, Dr Lamont.